Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, dans ce podcast Vivre avec le TDAH de la Fondation pour l'autisme, on va aborder un sujet qui suscite beaucoup d'espoir et pas mal de questions. C'est celui des jeux vidéo utilisés comme outil thérapeutique pour les enfants et adolescents avec un TDAH. Oui, l'idée est vraiment séduisante. Transformer un temps d'écran, qui est souvent une source de conflit, en un véritable outil de soin. Exactement. Et on a même certains jeux qui sont approuvés comme dispositifs médicaux dans certains pays. Alors la question c'est, que dit la science? Est-ce que ça marche vraiment? Et pour répondre à ça, justement, on va s'appuyer sur du très solide. On a 2 publications scientifiques toutes récentes qui datent de 2025, de méta-analyses. Alors, une méta-analyse, peut-être qu'on peut juste rappeler ce que c'est un peu le top niveau de la preuve scientifique, non? C'est tout à fait ça. Plutôt que de regarder une seule étude, une méta-analyse compile les résultats de toutes les études sérieuses déjà faites sur un sujet. Elle les analyse ensemble pour avoir une conclusion beaucoup plus fiable. D'accord. Donc on a la crème de la recherche. Quelles sont ces études? Alors, la première est menée par Peng-Wei Ma et ses collaborateurs. Elle sera publiée dans la revue Psychiatry Research. Ok. Et la seconde, c'est celle de Hyacin Lee et son équipe, qui paraîtra dans le European Child and Adolescent Psychiatry. Parfait. Notre mission aujourd'hui, c'est donc de voir ce que ces études nous apprennent vraiment, au-delà des gros titres. La promesse est-elle tenue? Alors on commence par la question la plus simple. Est-ce que ça marche? Oui ou non? La réponse courte, c'est oui, mais un oui avec une nuance énorme. L'étude de Mayouk est formelle. Les interventions par jeu vidéo ont bien un effet positif sur les symptômes d'inattention. Ah, c'est une super nouvelle. Oui, sur le papier, c'est une bonne nouvelle. On voit que les enfants qui suivent ces programmes s'améliorent sur des tests d'attention par rapport aux autres. Le problème, c'est la taille de cet effet. C'est-à-dire? C'est là qu'on arrive au cœur du sujet. L'effet est ce qu'on appelle statistiquement significatif, mais n'est pas cliniquement pertinent. D'accord. Alors là, il faut absolument qu'on explique ces deux termes. Statistiquement significatif. Ça veut dire que l'amélioration est réelle. Ce n'est pas le fruit du hasard. Les chiffres le montrent. On peut la mesurer. Il se passe bien quelque chose. Ok. Mais cliniquement pertinent. Ça répond à une autre question qui est beaucoup plus importante pour les familles. Est-ce que ce changement, cette petite amélioration mesurable, est assez grande pour faire une vraie différence dans la vie de tous les jours? Est-ce que les parents, les enseignants voient un changement concret à la maison ou à l'école? Voilà. Et la réponse, pour l'instant, c'est pas vraiment. L'amélioration est souvent si petite qu'on peut la voir sur un test très précis, mais elle ne se traduit pas par une transformation visible du comportement au quotidien. D'accord. Est-ce qu'on a des chiffres pour se faire une idée, pour comparer? Oui, et c'est très parlant. On mesure ce qu'on appelle la taille d'effet. Pour ces jeux, l'étude de Martial a situé autour de 0,19. Et ça représente quoi par rapport au traitement de référence? Pour comparer, les traitements médicamenteux pour le TDAH, eux, ont des tailles d'effet qui se situent plutôt entre 0,5 et 0,8. Ah oui, ce n'est pas du tout le même ordre de grandeur. Non, on n'est pas dans la même catégorie. C'est pour ça que le message clé, c'est que ces jeux ne sont absolument pas, à l'heure actuelle, une alternative au traitement validé. Au lieu, ce serait un complément. Au mieux, un petit compliment. L'hypothèse derrière, sur le plan neurobiologique, reste intéressante, hein. On pense que ces jeux, en stimulant constamment le circuit de la récompense, libèrent de la dopamine dans des zones du cerveau, le circuit frontostriatal, qui sont justement impliqués dans l'attention. Le mécanisme est plausible, mais l'effet reste modeste. Exactement. Alors justement, si l'effet est modeste, est-ce que les études nous disent où il se situe précisément? Est-ce que c'est une toute petite amélioration partout ou une amélioration un peu plus nette sur un point très spécifique? Très bonne question. Et c'est là que la deuxième étude, celle de Lee, est passionnante parce qu'elle a vraiment zoomé sur différents domaines, le cognitif, le comportemental et l'émotionnel. Et alors, qu'est-ce qu'elle a trouvé? Le résultat est sans appel. Le seul domaine où l'on trouve un bénéfice clair, c'est le domaine cognitif. D'accord, on avance. Mais cognitif, c'est encore un peu large. Ça veut dire quoi exactement? La mémoire, la planification. C'est très très ciblé. La compétence qui s'améliore le plus, c'est la mémoire de travail visio-spatiale. La mémoire de travail visio-spatiale. Alors ça, il faut nous traduire avec un exemple concret. C'est quoi? Alors imaginez un jeu comme le Simon, vous savez, avec les 4 couleurs qui s'allument en séquence. Oui, bien sûr. Il faut mémoriser l'ordre et le reproduire. Voilà. Pour faire ça, votre cerveau doit retenir pendant quelques secondes une information qui est à la fois visuelle, les couleurs, et spatiale, l'emplacement des carrés.
C'est ça la mémoire de travail visio-spatiale. C'est comme un post-it mental pour les images et les lieux. D'accord, je vois très bien. Et donc ces jeux améliorent cette capacité-là. Oui, de manière significative, l'enfant devient meilleur à ce type de tâche. Il s'entraîne à ça et il progresse. Ce qui nous amène à la question que tous les parents se posent. Et le reste? L'impulsivité en classe, la gestion de la frustration à la maison. Est-ce que ça s'améliore aussi? Et c'est là qu'on touche au point le plus délicat et aussi le plus décevant des résultats. Pour bien gérer les attentes, c'est vraiment crucial de le dire. On vous écoute. La méta-analyse de Lee n'a trouvé aucune amélioration significative sur les aspects comportementaux. Donc sur la capacité à s'inhiber, à ne pas couper la parole. Exactement. Ni sur les aspects émotionnels, comme la gestion de la colère ou la flexibilité. Et ça, c'est mesuré comment? Parce que c'est important, ce n'est pas juste une impression. Non, pas du tout. C'est mesuré avec des questionnaires remplis par les parents, comme l'échelle BRIEF, qui évalue très concrètement comment l'enfant fonctionne dans la vie de tous les jours. Donc on parle bien de la vraie vie, pas juste des scores à un test en laboratoire. Tout à fait. Et ça nous amène à une conclusion vraiment importante. L'enfant y devient meilleur au jeu. Il progresse sur les tâches du jeu. Mais ce qu'il apprend dans le jeu, ça ne sort pas de l'écran. C'est ça. Ce gain ne semble pas se transférer aux autres domaines de sa vie. Devenir un champion pour éviter des obstacles dans un jeu, ça ne le rend pas meilleur pour éviter de couper la parole en classe. Ça me fait penser au grand débat sur toutes les applications d'entraînement cérébral, non? On devient très fort pour faire le petit exercice, mais ça nous aide pas forcément à mieux nous souvenir de notre liste de courses. C'est exactement le même enjeu. C'est le problème de la généralisation des acquis. Et pour l'instant, les preuves de cette généralisation sont quasi inexistantes. Bon, si on regarde ces jeux, ces serious games, de plus près, qu'est-ce qu'ils ont de si spécial? Qu'est-ce qui les différencie d'un jeu vidéo classique? Leur conception est très différente. Le but premier n'est pas le divertissement, mais l'entraînement. En général, il y a 3 ingrédients clés. D'abord, des tâches très ciblées, faites pour solliciter une fonction cognitive précise. Comme notre fameuse mémoire de travail visio-spatiale. Voilà. Le deuxième ingrédient, c'est un système de récompense très puissant, avec des points, des badges, pour maintenir la motivation. C'est essentiel pour ces jeunes. D'accord. Et le troisième? C'est le plus important et le plus technique, la difficulté adaptative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jeu analyse en temps réel les performances de l'enfant. S'il réussit trop facilement, le jeu va devenir un peu plus difficile. Et s'il commence à être en échec? Le jeu va subtilement baisser le niveau de difficulté pour qu'il ne se décourage pas. C'est comme un coach personnel intégré au jeu, qui ajuste la barre en permanence pour que ce soit ni trop facile ni trop dur. Vous avez tout compris. L'objectif, c'est de maintenir l'enfant dans une zone de défi optimale, là où l'apprentissage est maximal. Le tableau est donc assez nuancé. Une technologie intéressante, mais des effets pour l'instant limités. Est-ce que les études ouvrent des pistes pour l'avenir, des façons d'améliorer ces outils? Oui, heureusement. Et il y a une piste qui semble vraiment prometteuse, qui est mentionnée dans l'étude de Mani. C'est l'idée de combiner l'entraînement cognitif du jeu avec de l'exercice physique. On appelle ça les exergames, c'est ça? Les jeux qui font bouger. Exactement. Et l'association des deux pourrait être bien plus efficace. Pourquoi? D'abord parce que l'activité physique, en elle-même, a déjà des effets prouvés sur l'attention et les fonctions exécutives. Donc, en combinant les deux, on peut espérer un effet de synergie, que 1 plus 1 fasse 3, en quelque sorte. Et ça répond aussi à une grande angoisse des parents face aux écrans, qui est la sédentarité. Oui, c'est le deuxième avantage majeur. On fait d'une pierre deux coups. Et il pourrait même y en avoir un troisième. On pourrait peut-être limiter le risque d'usage problématique des jeux vidéo en associant l'écran à une activité physique saine. C'est une piste de recherche très intéressante. Bon, si on essaye de résumer tout ça de manière très pratique, pour une famille qui nous écoute, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Le premier message, c'est qu'il faut vraiment gérer les attentes. Ce n'est pas une solution miracle. Ça peut être un outil, une carte de plus dans le jeu, mais il faut la placer au bon endroit. Et c'est quoi ce bon endroit? C'est celui d'une thérapie complémentaire. C'est quelque chose qui peut venir en plus des approches qui ont vraiment fait leurs preuves. Le soutien parental, les aménagements à l'école, les thérapies comportementales et le traitement médicamenteux s'il est indiqué. Ce n'est jamais un à la place d'eux, mais un en plus d'eux. Toujours. Et toujours en discutant avec l'équipe de soignants qui suit l'enfant. Le deuxième message, c'est aussi d'être prudent face aux promesses commerciales et de privilégier les outils qui ont été sérieusement étudiés. D'accord. Donc on a un optimisme, mais un optimisme très prudent. C'est tout à fait ça. Et avant qu'on termine, il y a peut-être une dernière question qu'on pourrait se poser. C'est quelque chose que ces études ne mesurent pas, mais qui a son importance. Je vous écoute.
Au-delà de l'effet sur les symptômes, quel est l'impact psychologique sur l'enfant? Pour un jeune qui est souvent en échec, le fait de s'engager dans un jeu exigeant, de voir ses scores s'améliorer jour après jour, Ce sentiment de compétence, de maîtrise, voilà, est-ce que cette preuve qu'il est capable de progresser ne pourrait pas avoir un effet positif sur sa confiance en lui, sur son estime de soi? c'est une excellente réflexion, un bénéfice indirect qui ne se voit pas dans les tests d'attention, mais qui pourrait lui donner la motivation de s'engager dans d'autres efforts. Exactement, c'est un effet qui n'est pas capturé par les mesures, mais qui, dans la vie d'un enfant, peut être essentiel. Une pensée fascinante pour terminer. L'impact sur l'estime de soi est une dimension cruciale. Merci. Ce podcast vous est proposé par la Fondation Pôle Autisme. Pour résumer, les jeux vidéo ouvrent une voie intéressante pour l'accompagnement du TDAH, mais la recherche doit encore progresser pour que les bénéfices se généralisent à la vie de tous les jours. C'est une piste à suivre, avec un optimisme prudent. Ce podcast est produit par le professeur Stéphane Hélier pour la Fondation Pôle Autisme, une fondation créée par des familles pour les familles. Merci d'avoir écouté Vivre avec les TDAH, prenez soin de vous et à bientôt.